peu après, on bascule au-delà de la nouvelle année, on est en 40 et après ce qu'on a appelé la drôle de guerre au début, qui était finalement une guerre où personne ne bougeait de ses positions. D'un seul coup, en juin 40, s'est déclenché le Blitz et les armées allemandes ont déferlé, entre autres, sur la France après être passées par la Belgique, la Hollande. Et à l'été 40, après la signature de l'armistice française, ne restait plus finalement face à l'expansion allemande, ne restait plus que la Grande-Bretagne. Et ce fut l'heure de gloire de la Royal Air Force. La Royal Air Force, la plus vieille armée de l'air du monde, pendant la Première Guerre mondiale, bataille aérienne de tous les temps. Pratiquement tous les jours, en tout cas chaque fois qu'il faisait beau, les bombardiers allemands décollaient des bases situées dans le nord de la France qui venaient d'être capturées et traversaient la Manche escortés par des nuées de chasseurs Messerschmitt 109 et arrivaient au-dessus de l'Angleterre se cognaient donc à des escadrilles souvent squelettiques. Des escadrilles dont les pilotes étaient que le Spitfire, un moteur extraordinaire qui portait d'ailleurs un nom prédestiné car c'était un nom magique. Ce moteur, 12 cylindres en V de chez Rolls-Royce, s'appelait le Merlin, comme l'Enchanteur. C'est un pur moment d'Angleterre. On est pire que quand le roi quittait. On est pire que quand le roi quittait. Et le son du Merlin et la silhouette américaine dans le ciel. Parmi ceux qui ont été les plus phénoménaux aux commandes de Hurricane, il y avait les Polonais. Dont la plupart ne parlaient pas un mot d'anglais à la radio, il y avait un facteur étrange qui a joué. C'est que les Anglais aient assimilé, car quand on vit en Angleterre, même si on n'y est pas né, on finit par prendre les us et coutumes du pays. Les Anglais aient assimilé ont toujours quelque part cette espèce de réserve d'énergie et de volonté qui fait que quand on croit que tout est perdu, ils sont capables de vous... Les Anglais assimilés ont toujours quelque part cette espèce de réserve. Quand on croit que tout est perdu, ils sont capables de vous... Finalement, tout le transport aérien mondial naîtra de ces avions récupérés au surplus de guerre en 1945 après la fin des hostilités. Mais pendant les hostilités, le DC-3, tiens, c'est étrange d'ailleurs, parce qu'il y a un personnage dont on reparlera tout à l'heure, qui était le grand patron du débarquement en Normandie, Eisenhower, le général Eisenhower. Après la guerre, il avait fait une espèce d'hommage à l'industrie américaine en disant c'est grâce à certains instruments, objets, machines que nous avons gagné la guerre. Et belle la formation. Il avait cité étrangement un seul avion dans son casting de luxe qui, selon lui, avait permis de gagner la guerre. Il a eu le bulldozer, par exemple, ce qui est vrai, qui avait permis, dans le Pacifique en particulier, de tracer en un rien de temps des pistes d'aviation. Mais il avait cité un seul avion et c'était le C-47, autrement dit le DC-3. Parce que cet avion avait transporté sur tous les fronts, jusqu'en Extrême-Orient, en Afrique, le débarquement et les déplacements des troupes débarquées sur les plages plus faciles. Voici donc en dégagement vers notre gauche, le DC-3, notre droite. Absolument délicieux qu'adorent tous ceux qui ont volé en DC-3.
des deux moteurs Prateus personnellement, puisque mon papa était parti au nom d'Air France récupérer une première rasade de 12 DC-3 en Arizona, à Tucson, et il s'était retrouvé sur un aérodrome où il y en avait 400 qui étaient alignés. Et le question leur avait dit, ils étaient venus avec un bon pour 12 DC-3 signé par l'attaché commercial de l'ambassade des États-Unis à Paris. Et le gardien du dépôt leur avait dit, servez-vous, prenez ce que vous voulez. Et donc ils avaient passé une semaine à choisir 12 DC-3 parmi les 400 qui étaient là. Un peu de pied, et c'est magnifique, c'est un quasi-renversement en DC-3. Et au roulage, donc, l'évêque Gabriel dans la session de réserve. Tellement c'est question. Un autre qu'on pourrait garder chez nous, les auteurs français qui l'ont eu, c'est les marins français qui l'ont eu. Cet avion-là, c'est aussi un des mythes absolus. Et évidemment, le cinéma y est quelque chose, pour quelque chose, enfin pas vraiment le cinéma, mais la télévision. Vous avez tous regardé les aventures de Papy Boyington à la télévision au fil des épisodes des têtes brûlées. Puis en fait, ça ne plaît pas du tout dans la réalité les têtes brûlées, mais des brebis galeuses. Black Sheep. L'avion Cet avion a l'esthétique phénoménale, c'est Corsair. Un avion conçu à la fin des années 30 pour être un avion embarqué sur porte-avions. Et l'idée de base était de prendre le plus gros moteur disponible, de mettre l'armement le plus lourd possible disponible et d'en faire un avion qu'on puisse décoller et apponter sur porte-avions alors que Nick Cray, dans le Bearcat, est en train de rentrer au parc. Le Corsair est devenu, dans la guerre du Pacifique, est rapidement devenu le Bearcat. Le Corsair a donc été le chasseur principal utilisé par le corps des marines américains, les fusiliers marins américains pendant la bataille du Pacifique. Il a été aussi utilisé par les Anglais, la marine anglaise, ce chasseur équipé d'un sanglier. Évidemment, vous ne savez pas que fumer c'est dangereux parce que vous faites la guerre et que la guerre c'est extraordinaire de l'histoire des avions à hélice à haute performance. Mais évidemment, on était arrivé au bout de ce que des avions à hélice pouvaient faire. On était en 40 les roues, il y a toujours une roue qui rentre avant l'autre. Donc je disais qu'à la fin de la guerre, North American Aviation, qui avait à Los Angeles construit entre autres le Mustang, réfléchissait, travaillait sur son premier avion de chasse à réaction. Il l'avait appelé le Fury, et le Fury, leur copie, s'était dit, bon, ouais, il va falloir qu'on fasse mieux. Et ils étaient allés fouiller dans la montagne de travaux sur l'aérodynamique expérimentale effectuée par les Allemands